Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de ce nouveau cycle de 15 webinaires d'aujourd'hui au jeudi 8 juillet prochain. Nous vous attendons. On démarre dans 3-4 minutes maximum, le temps de laisser tout le monde arriver. Je vous remercie de vous manifester dans le chat pour nous dire que vous êtes là. Je vous remercie et je vous dis à 14h05. À tout à l'heure.
très heureux de vous retrouver. Je veux simplement m'assurer que vous m'entendez bien. Si vous avez la gentillesse de me dire si le son est bon. Sinon, je me déplace. Je vous remercie beaucoup d'intervenir dans le chat pour me dire si vous m'entendez. Moi, ça s'est connecté, genre. Moi aussi, ça y est, putain. Ça s'est connecté 3 minutes après. Ouais, moi aussi. Est-ce que le son est plus correct maintenant? Vous n'entendez toujours rien. Je me suis déplacée pour que ce soit plus net. Alors, je vais faire intervenir Maître Arros pour éventuellement, si le son fonctionne mieux chez elle. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que de mon côté, le son est meilleur? Oui, alors échanger d'ordinateur. Ah. Vous savez quoi, on va se mettre là, peut-être parce que je n'avais pas vraiment. Oh là là, c'est compliqué alors. Attendez. Hop. Là, c'est super. Très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux désormais ou est-ce qu'il y a toujours un écho? Sinon, je vais me placer à côté de Maître Arros et ce sera plus simple. Et on en aura fini avec le point technique, bien meilleur et l'image aussi. OK. Merci Marie-Noël. Parfait. Donc, on va pouvoir démarrer immédiatement. Juste si je peux avoir l'assurance, voilà. Donc, Ingrid me répond aussi que l'image est bonne et que le son est bon. Eh bien, c'est parfait. On va démarrer immédiatement. Alors, il est déjà 14h10. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Déjà, je vous remercie à toutes et tous d'assister à ce premier webinaire de ce nouveau cycle de 15 webinaires qui va se diffuser du mois donc de mars à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 8 juillet, quasiment tous les jeudis sur énormément de thématiques qui font le cœur de votre activité. Si vous le souhaitez, au-delà de la thématique du jour qui vous intéresse, je vous invite à retourner sur notre site internet buchinger-urbain.com à la page webinaire et vous aurez voilà, un arc-en-ciel de thématiques qui, je pense, vous intéresseront tout autant que celles de ce jour. Alors, la thématique de ce jour, c'est une thématique qui me semblait extrêmement importante pour ouvrir le bal, je dirais, de ces nouveaux webinaires, c'est les actualités du divorce à l'amiable. Le divorce par consentement mutuel, qui est rentré complètement dans le paysage, je dirais, depuis le 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur de cette réforme, fait donc aujourd'hui complètement partie du paysage juridique et judiciaire et la plupart des justiciables sont au courant de cette nouvelle formule, de ce divorce qu'on appelle le divorce sans juge ou le divorce avec avocat. Ce nouveau divorce par consentement mutuel rencontre un très large satisfecit, que ce soit donc au niveau des justiciables et que ce soit aussi au niveau des avocats, puisque précisément, comme je viens de le dire, puisque là, le juge n'est plus dans la boucle, il n'y a plus toute cette solennité avant de passer dans le bureau du juge pour faire entériner un corps. C'était le cas avant donc, de 2017. Donc, le devoir de conseil de l'avocat est particulièrement renforcé. Et c'est l'un des atouts majeurs
de cette réforme. Cette réforme donc, est entrée en vigueur il y a maintenant 4 ans de cela. Donc, nous avons un recul, nous, avocats, très net sur les avantages de cette réforme et aussi sur quelques inconvénients, sans compter, et c'est tout l'objet de ce webinaire, certaines nouveautés, notamment dans le partenariat, je dirais, avocat-notaire, qui est extrêmement intéressant. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de balayer déjà, de revenir un peu sur la procédure et surtout d'envisager les avantages de cette procédure qui sont extrêmement nombreux, les quelques inconvénients ou peut-être ou judiciaires qui peuvent demeurer et enfin aborder le divorce par consentement mutuel avec l'éclairage des nouveautés qui rentrent en vigueur et avec l'éclairage. Et pour parler des bonnes pratiques, amplement la parole à Maître Rubin ici présente et à Maître Arros ici présente, que vous connaissez bien. Au cabinet Buchinger-Rubin, nous sommes avocats puisque désormais j'ai prêté serment depuis fin janvier 2021. Donc nous sommes 4 avocats à nous occuper de la famille, chacun avec une expertise, je dirais, ou une sensibilité un peu plus particulière, et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ces webinaires. Alors, avant de rentrer vraiment dans un panorama précis du sujet, je vais passer la parole à Maître Rubin pour avoir son retour, je dirais, à peu près sur 4 ans de réforme de divorce par consentement mutuel, qu'elle puisse nous dessiner de manière un petit peu introductive, et je demanderai pareil à Maître Arros, quels sont les avantages majeurs de cette réforme depuis 4 ans. Voilà, le fruit de son expérience, les grandes lignes sur lesquelles on reviendra plus en amont de ce webinaire. Je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour. Alors écoutez, oui, depuis 4 ans, ce divorce par consentement mutuel qui se signe en cabinet d'avocat ou parfois chez le notaire lorsqu'il y aura un circuit court, lorsqu'il y aura une liquidation de biens qui devra être signé, un partage, Maître Arros reviendra dessus. Oui, je dirais que le nombre de divorces aujourd'hui par consentement mutuel, l'attente des personnes en vue de finaliser un divorce par consentement mutuel est de plus en plus pressante. Pourquoi ? Et il y en a de plus en plus, malgré la réforme, et je pense que cela continuera, malgré la réforme qui est intervenue en janvier 2021, qui dit accélérer les procédures judiciaires lorsqu'on va devant le juge dans les divorces contentieux où on n'est pas d'accord sur tout. Je pense que ce divorce par consentement mutuel continuera, je dirais, un peu à exploser et à être de plus en plus fréquent chez les couples. Alors, je dirais pourquoi ? Parce que je dirais que le premier critère, c'est sûr, c'est l'obligation, je dirais, ce consentement mutuel de se parler, de négocier, de trouver des accords. Donc déjà, sur le plan, je dirais, psychologique, moral, oui, cela incite les gens soit à se parler et à trouver des accords. Lorsqu'ils n'y arrivent pas, parce qu'on peut imaginer aussi un couple qui a du mal à se parler, et bien du fait qu'il y aura 2 avocats, il pourra y avoir peut-être une médiation préalable, mais lorsqu'il y aura 2 avocats, cela permettra d'engager cette négociation et parfois souvent de faire des rendez-vous à 4 pour parvenir à cet accord et à finaliser cette convention de divorce par consentement mutuel. L'autre point, je dirais, cette obligation de parvenir à un accord plutôt que laisser un juge décider. On sait très bien que dans un divorce contentieux… Alors, Maître Rubin, excusez-moi, on vous entend pas. Excusez-moi, on vous entend pas très bien. On va juste tenter de pallier à ces difficultés et je vous redonne la parole dans 2 petites minutes. Et pendant ce temps-là, je laisse la parole à Maître Arros. Julie, on vous écoute. Oui, alors Julie, on vous écoute. Vous m'entendrez mieux. Il faut enlever le son. Je ne sais pas. Il y a des moments, ça marche super bien. Et puis, il y a des moments où on entend pas. C'est très haché. Oui, excusez-moi. Donc, alors, après, effectivement, ces 4 années d'expérimentation…
Excusez-nous, c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'un point de vue technique, des choses qui peuvent malheureusement arriver. Mais bon, voilà, j'espère que ça va mieux se passer maintenant. Alors, ces 4 années, parce que le divorce amiable, vous le savez bien, hein, a toujours existé, le point de départ du 1er janvier 2017, c'est simplement la réforme qui rend le divorce par consentement mutuel sans juge. Mais le divorce par consentement mutuel en tant que tel existe, vous le savez, depuis déjà de nombreuses années. Alors, l'avantage, je dirais, majeur de cette réforme, et qui d'ailleurs, on le voit, fait que de plus en plus de couples maintenant divorcent par consentement mutuel. C'est-à-dire que statistiquement parlant, la proportion de divorces à l'amiable est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. Pourquoi ? Parce que il est vrai que de plus en plus, et surtout en ce moment par cette période de crise sanitaire qui finalement perdure encore et encore, l'ampleur du retard qu'a pris les tribunaux pendant les périodes de confinement et même aujourd'hui, puisque en raison des règles sanitaires, on diminue le nombre d'audiences. Donc, toute cette situation a créé un ralentissement encore plus important de la longueur des tribunaux, qui déjà par le passé était déjà très problématique. Et donc finalement, ce nouveau divorce à l'amiable, dans la mesure où il n'y a pas d'intervention judiciaire, c'est une procédure qui va très vite. Et c'est là vraiment le point essentiel de la procédure. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent divorcer, et de surcroît, quand ils sont d'accord sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce, ils ont envie finalement que les choses se passent avec, je dirais, de manière limpide et que ça puisse aller vite finalement. C'est un petit peu ce que recherchent les époux qui sont d'accord sur tout. Donc ça, c'était vraiment le principal atout, je dirais, de ce divorce, qui peut prendre en fonction de ce que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier ou non. Donc, quand ils ne sont pas propriétaires d'un bien immobilier, c'est un divorce qui peut se faire en un mois et demi, voire 2 mois, tout au plus. Et quand il y a un aspect immobilier, mais je développerai ce point-là, le point de vue liquidation du bien immobilier un peu plus tard dans le webinaire, mais quand on a ce bien immobilier, c'est un divorce qui peut prendre 4-5 mois. Ce qui est donc relativement rapide quand on connaît les délais des tribunaux et quand on sait que pour être convoqué, ne serait-ce qu'à la première audience qu'on appelait auparavant audience de conciliation et qu'on appelle désormais audience d'orientation, on sait qu'en fonction des tribunaux, on est convoqué entre 6 à 12 mois. Et on sait que ça, ce n'est que la première étape du divorce. On sait globalement qu'un divorce contentieux dure 2 ans en moyenne. Donc ça, effectivement, c'est le principal atout. Et comme vous le disiez, Maître Robin, très justement, ce que nous, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on apprécie tout particulièrement ce type de divorce, c'est qu'il permet finalement aux 2 époux de sortir avec un accord qui convient à chacun. Il n'y a pas de sentiment finalement pour une ou l'autre des parties, comme il y en a nécessairement en contentieux, d'avoir l'impression d'avoir gagné ou d'avoir l'impression d'avoir perdu, puisqu'on n'est pas en droit de la famille dans des domaines comme en matière civile de manière générale où on gagne quelque chose quand on obtient la résidence de ses enfants, ou on perd quelque chose quand on est condamné à une pension alimentaire. En tout cas, c'est pas notre vision des choses du droit de la famille. Et donc, ce divorce à l'amiable permet effectivement d'avoir un accord qui a été pris sereinement et surtout qui a été pris avec le consentement des 2 époux. Et on constate de manière vraiment flagrante que les époux qui ont divorcé par consentement mutuel arrivent beaucoup mieux dans la pratique à mettre en place finalement les effets du divorce. Il y a moins de contentieux qui vont être générés par la suite que des divorces contentieux où là, il y a toujours une partie qui est, entre guillemets, lésée et qui est source de conflits par le futur. Et c'est pas du tout rare qu'après un divorce contentieux, 1 an, 2 ans plus tard, on nous rappelle pour nous dire mon ex-conjoint a ressaisi le juge des affaires familiales ou moi, je souhaite ressaisir le juge des affaires familiales, ce qui arrive beaucoup moins dans les divorces à l'amiable. Donc voilà les points vraiment d'intérêt principaux de ce divorce que on préconise pour le bien-être des enfants et pour le bien-être des époux. Voilà. Merci beaucoup, Maître Arros. Donc, les problèmes techniques étant résolus, je ne sais pas si je peux redonner la parole à Maître Rubin. En tout cas, si vous voulez… Je vais essayer, oui. Appuyer sur le petit onglet micro aussi, qu'on puisse entendre ce que vous aviez commencé à dire qui était très
Donc, On vous écoute. Oui, donc en ce qui concerne ce divorce par consentement mutuel, oui, il a l'avantage, je dirais, moral, psychologique, d'obliger les parties, les époux, les parents à discuter des conséquences financières, des conséquences psychologiques, des conséquences surtout à l'égard des enfants lorsqu'il y en a. Et donc, effectivement, comme le disait Maître Arros, c'est un divorce beaucoup mieux accepté par les parties et souvent, en pratique, on les voit sortir du rendez-vous de signature, je ne dis pas bras dessus, bras dessous, mais heureux, apaisés, même si, bien sûr, toujours dans un divorce, il y en a un qui est plus prêt à divorcer, même si parfois c'est un peu difficile. Toujours est-il le fait de n'avoir pas un juge qui impose une décision et qui amplifie parfois un certain contentieux. Oui, ce divorce à l'amiable sur le plan psychologique, moral, l'obligation de se reparler, de trouver des accords, seul, à deux et avec les avocats, l'aide des avocats, de psychologues, de médiateurs. Oui, sur ce plan-là, c'est un bon divorce et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus adopté par les parties et je pense que le contexte aujourd'hui qui existe aujourd'hui dans la société va le permettre de plus en plus lorsqu'on sait que l'accès à la justice peut être interrompu comme il l'a été à un moment donné par le Covid où des procédures ont été arrêtées pendant 6 mois, 8 mois alors que certaines étaient quasiment finalisées. L'autre intérêt de ce divorce à l'amiable, c'est, comme va vous en parler Maître Arros, c'est lorsqu'on a un bien immobilier d'obliger les parties à liquider, à trouver une solution. Il y a 3 solutions, on peut vendre un bien, une des parties peut racheter le bien à l'autre, de telle sorte que ce bien va rester dans le patrimoine de la famille et peut-être dans le patrimoine des enfants. Et l'autre solution, qui est une solution un petit peu bâtarde, qu'on évite autant que faire se peut, mais qui peut se faire, c'est de garder les biens en indivision. Et notamment, vous avez parfois des maris, des épouses qui disent « Bon, je te laisse dans la maison jusqu'à ce que l'enfant ait ses 18 ans, ait passé son bac ou ait fini ses études. » Et dans ce cas-là, un des époux peut avoir la jouissance d'un bien durant un certain temps et on garde le bien en indivision, mais il faudra se mettre d'accord au bout de cette indivision. Qu'est-ce qu'on fera? Cela nécessite bien sûr être parfaitement d'accord et parfaitement s'entendre, mais c'est une des solutions. Donc le fait de divorcer, de s'être mis d'accord bien sûr sur le principe de divorce, de s'être mis d'accord sur les enfants et de s'être mis d'accord sur le bien, permet, je dirais, d'avoir un package. On est divorcé, on a tout réglé, contrairement aux procédures judiciaires où le juge, tout ce qu'il peut faire dans un premier temps, c'est désigner un notaire, obliger les parties à discuter de la liquidation de leurs biens, que ce soit un bien immobilier, de l'argent, des avoirs bancaires, mais il ne peut pas leur imposer une situation telle la vente ou le rachat par l'une des parties ou l'indivision. Donc, sur ce plan-là, oui, divorcer à l'amiable et liquider son bien permet d'éviter des procédures et on le sait dans les contentieux, la liquidation peut durer très très longtemps et on a vu des dossiers où les gens étaient divorcés au bout de 2 ans, 3 ans, quand il n'y avait pas des appels qui retardaient encore la procédure ou ça durait encore 5 ans. Et après, une des parties qui veut faire traîner parce qu'elle jouit de la maison, par exemple, eh bien, pendant 10 ans, cette liquidation ne va pas intervenir et ce qui empêche l'autre partie de se racheter un bien, etc. Donc, l'amiable sur le plan de la liquidation des biens est tout à fait favorable. L'autre point, c'est que ce divorce par consentement mutuel, c'est une négociation. Il y a toujours, oui, dans un couple, l'un qui, je dirais, à 3 kilomètres par rapport à l'autre, dans ce qui concerne son idée, son intention de divorcer. Pour autant, pour amener à l'autre qui accepte, je dirais, bon an, mal an, ce divorce, eh bien, une des parties qui est plus pressée de divorcer va souvent faire des propositions avantageuses, que ce soit au niveau de la jouissance de maison, du rachat ou de la vente d'un bien, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de pension et que ce soit parfois au niveau d'une prestation compensatoire. On le voit très fréquemment
dans les cas, parce que c'est souvent plus les hommes qui doivent verser des prestations aux épouses, quoi. On en voit aussi dans le sens contraire, mais plus fréquemment, des hommes doivent verser une prestation à l'épouse. Pourquoi? Parce que souvent, les salaires des femmes sont inférieurs, parce que les femmes se sont parfois plus arrêtées pour élever les enfants, ou elles ont suivi un homme qui était militaire ou qui avait une carrière à l'international, elles ont arrêté de travailler, elles ont fait parfois des sacrifices de carrière. Et bien souvent, on voit des hommes pressés de divorcer, de refaire leur vie, et bien offrir des prestations beaucoup plus généreuses que un juge n'aurait statué. Et effectivement, ce divorce par consentement mutuel, c'est de la négociation. Tu veux divorcer, eh bien, tu veux ton divorce, on va dire, sur un plateau d'argent, eh bien, moi, en conséquence, voilà ce que je demande. Et si tu en es d'accord, oui, je te donne mon accord pour ce divorce qui peut intervenir, comme le disait Maître Arrose, même lorsqu'il y a une liquidation de biens qui peut intervenir dans un délai de 4 mois, 5 mois, suivant s'il y a des rachats de crédit, des financements à faire. Mais lorsqu'un couple n'a pas de biens immobiliers, oui, ce divorce à l'amiable peut se faire au bout d'1 mois et demi, 2 mois, lorsque les gens n'ont pas de biens et il n'y a aucune difficulté sur les termes de leur accord. Donc, effectivement, un des avantages, c'est aussi cette négociation et souvent, même pour cet homme qui va être plus généreux parce que madame va accepter ce divorce à l'amiable, il faut savoir que souvent, eh bien, en tant qu'avocat, on expliquera à cet homme, mais si vous allez au contentieux, madame gagne 1000, vous en gagnez 4000, vous lui devrez une pension alimentaire, elle va obtenir la jouissance de la maison, si elle veut faire traîner la jouissance gratuite de cette maison, et si elle veut faire traîner la procédure parce qu'elle a la jouissance gratuite, parce que vous payez les crédits parfois à titre de secours, c'est-à-dire sans remboursement par elle au bout de X années, parce que vous allez lui verser en plus une pension pour qu'elle puisse se nourrir, se vêtir et pour assumer ses besoins, eh bien oui, lorsque vous ferez un calcul sur ces 3 années, 4 années, vous aurez payé une pension, elle aura pu bénéficier de la jouissance de la maison, vous n'aurez pas pu obtenir la vente ni quoi que ce soit sur ce bien, eh bien effectivement, lorsque vous ferez un calcul, vous aurez payé beaucoup plus en contentieux, sans parler du coût d'une procédure, de la durée sur le plan psychologique, et effectivement, dans ce cas-là, un divorce à l'amiable est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, Maître Rubin. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ce que je retiens de vos interventions à Maître Arrose et à vous-même, c'est que véritablement, encore une fois, donc le devoir conseil de l'avocat est au centre. C'est un divorce qui est négocié et qui est extrêmement intéressant, notamment sur les aspects patrimoniaux, puisque, et nous y reviendrons plus en détail, c'est que toutes les conséquences du divorce doivent être réglées en amont. Alors, pour rebondir sur votre question, Lisa, sur la parole de l'enfant, ce que je vous propose, très très courte, qui reprend les éléments de la réforme, et nous allons décorréler l'intervention en 2 temps. D'abord, toutes les mesures sont avantageuses, notamment sur tout ce qui concerne les mesures afférentes aux enfants, c'est-à-dire la résidence des enfants, la pension alimentaire, etc. Et dans un second temps, on abordera tous les aspects patrimoniaux et notamment la prestation compensatoire et cette nouveauté de 2020 qui est la charte notaire-avocat. Donc, je vais vous replacer le contexte parce que c'est extrêmement important. Si vous voulez bien, dans cette diapositive que vous pouvez télécharger dans l'onglet des dossiers. Alors, les nouveautés du divorce par consentement mutuel. Donc, c'est une réforme de novembre 2016 qui a été, comme je vous l'ai dit, qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2017. Il s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle de modernisation de la justice. C'est extrêmement important parce que, aussi, à l'occasion du webinaire sur la réforme du divorce contentieux qui, elle, est rentrée en vigueur il y a à peine quelques mois, début janvier 2021, eh bien, ça participe de ce mouvement de divorce par consentement mutuel. Qu'est-ce que c'est en langage, je dirais, juridique? C'est un acte de divorce qui est un acte, donc par consentement mutuel, par acte sous seing privé, contresigné par des avocats et déposé au rang des minutes du notaire. Ce qui veut dire que les acteurs principaux de cette réforme, ce sont les avocats et le notaire n'a une compétence, je dirais, que
en sorte de boîte d'enregistrement, un petit peu plus que ça, puisqu'il vérifie. Maître Arros vous expliquera un petit peu quel est le rôle du notaire, mais en aucun cas, ça n'est un divorce notarié, comme on l'a souvent entendu, comme beaucoup de gens peuvent le penser, que le juge a été substitué par le notaire. En aucun cas. Alors, l'article 229-1 du Code civil, où on dit que lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et de ses effets, ils constatent, assister chacun par un avocat, leur accord dans une convention qui prend la forme d'un acte sous signature privée. Donc, cette convention est déposée au rang des minutes du notaire. Ce retrait du juge, et ça c'est très très important de le noter, ne constitue pas un recul de la protection des époux et de leurs enfants. Au contraire, il s'avère souvent plus protecteur puisque, je le répète, il place au centre le devoir de conseil des avocats. Donc, vous n'avez plus la solennité qui entourait avant, je dirais en quelque sorte, le divorce par consentement mutuel, où vous alliez au tribunal de grande instance, qu'on appelait à l'époque tribunal de grande instance, où vous passiez dans le bureau d'un juge, mais ça ne durait que 5 minutes, c'était assez bref, et surtout, ça encombrait la juridiction familiale, donc d'où ce mouvement de modernisation de la justice qui a, en quelque sorte, transféré tout ce divorce par consentement mutuel auprès des avocats. Il y a donc cette obligation de prendre chacun son avocat, et je dirais, c'est un peu ça la difficulté de ce nouveau divorce, à savoir qu'avant 2017, on pouvait avoir un seul et même avocat, mais en même temps, ça replace, comme le disait Maître Rubin, le dialogue au centre. Donc, toujours ce fameux devoir de conseil et d'efficacité de l'avocat auprès des parties et des enfants. Et ça, je vais tout de suite passer après la parole à Maître Rubin. Il y a une sorte de spécificité qui est légèrement incongrue, qui pose parfois des difficultés, qui est le devoir de rappeler aux enfants qui ont le droit d'être informés dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel. Et ça peut poser des difficultés, et Maître Rubin y viendra immédiatement. Donc, le contenu de la convention de divorce, il doit être extrêmement détaillé, extrêmement précis. Je vais vous donner un exemple, un modèle vierge, allongé dans moins de 10 minutes, et ça vous montrera un petit peu toute l'amplitude, je dirais, que doit couvrir une convention de divorce. Le rôle du notaire, je le rappelle brièvement, c'est un acte d'avocat qui a une valeur probante, qui est supérieure à un acte sous seing privé, puisqu'il fait foi de l'écriture de la signature des parties. Donc, le notaire, il ne contrôle pas, on va dire, le consentement des parties, ni l'équilibre de la convention, mais il va contrôler que toutes les pièces obligatoires qui doivent être dans le dossier de divorce sont bien là. Voilà. Donc, de ce fait, donc, le législateur a clairement exclu un contrôle substantiel, je dirais, de la convention de divorce par le notaire, dont l'intervention se limite à un contrôle purement formel de la validité de l'accord. Donc, sous aucun prétexte, et je le répète, c'est extrêmement important que vous disiez personne que vous recevez dans le cadre de vos entretiens, le notaire ne se substitue pas au juge. Alors, par où est-ce qu'on commence au niveau de la procédure ? La première chose à faire, c'est de voir ensemble ce que chacun est prêt à concéder pour que tout passe mieux, pour revenir à ce que disait Maître Rubin, à savoir, c'est de la négociation, ce fameux divorce par consentement mutuel. Si les époux, deuxième étape, désirent être entendus avant d'engager les démarches, et chaque époux doit obligatoirement faire le choix d'un avocat. Je m'arrête à ce niveau-là concernant la présentation et je vais redonner immédiatement la parole à Maître Rubin, si elle est avec nous, au niveau de l'image, voilà, pour savoir effectivement, pour qu'elle nous fasse un focus sur la spécificité de la place que l'on donne à l'enfant, notamment avec ce formulaire de consentement de l'enfant, à qui on doit demander s'il est d'accord ou pas avec les mesures qui ont été prévues pour lui, dans le cadre donc de ce divorce par consentement mutuel. Difficile à mettre en place, de recueillir la parole de l'enfant dans le cadre de ces divorces par consentement mutuel. Alors, oui, je dirais un des aspects, quand je vous ai redonné la parole, un des autres intérêts de ce divorce par consentement mutuel et aussi concerne les enfants.
Et l'intérêt du divorce par consentement mutuel, c'est que souvent, lorsque un époux vient, on peut lui remettre un projet, on peut lui dire, écoutez, discutez au niveau des enfants, mettez en pratique, parce qu'il arrive très souvent que les couples ne sont pas déjà séparés et que donc ils n'ont pas encore mis en pratique. Souvent, les couples veulent faire de l'alterné, mais est-ce que ce sera envisageable? Est-ce que dans la pratique de leur obligations professionnelles, de leur disponibilité vis-à-vis des enfants, est-ce que ce sera possible? Et l'intérêt aussi de ce divorce amiable, vu qu'il n'est pas finalisé, je dirais, en 1 semaine, 2 semaines, qu'il y a aussi ce temps de réflexion de l'envoi de la convention, mais on peut préparer un projet et dire aux époux, même si vous êtes ensemble sous le même toit, vous prévoyez l'alterner, mais essayez de le mettre en pratique, même sous le même toit. L'un rentre plus tard, l'un s'occupe donc durant 1 semaine, et vous voyez si cela est faisable pour vous. Et l'intérêt de mettre en pratique quelque chose, un mode de résidence, ce soit alterné ou résidence chez le père, chez la mère, avec des droits élargis, pourquoi pas pour l'autre, eh bien effectivement, avant de finaliser un projet définitif, cela a tout son intérêt. Il faut savoir que aussi, en ce qui concerne donc l'audition et la parole des enfants, il est évident que lorsqu'on décide notamment d'un mode de résidence pour des enfants qui sont grands, qui ont déjà 10 ans, 11 ans, 12 ans, eh bien effectivement, il faudra les informer. Voilà, papa, maman veulent mettre en place une résidence alternée, ils vont rester proches au niveau du domicile, on va pouvoir le faire 1 semaine sur 2, on va s'arranger que le travail, on va être disponible. Il faut aussi, oui, effectivement, que l'enfant soit un peu au courant de ce qu'on va lui imposer, notamment à un âge où il a son discernement, où il pourrait éventuellement s'opposer à ce mode de résidence. Eh bien, à ce moment-là, oui, effectivement, la loi a prévu une lettre, comme quoi les parents demandent à l'enfant s'il est au courant et s'il souhaiterait être entendu par un juge. Alors, dans l'a priori, je dirais que cette lettre peut paraître curieuse. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, quel que soit l'âge des enfants, on peut dire ce n'est pas à un enfant de décider, je veux de l'alterner, je veux vivre chez papa, je veux vivre chez maman, pourquoi en faire une partie au divorce? Et c'est vrai que souvent, les parents sont un peu gênés et souvent on leur dit, écoutez, cette lettre, ce n'est pas obligé de la faire signer 2 mois, 3 mois en amont, vous pouvez leur demander de la signer, les informer de leur possibilité d'être entendus peu de temps avant la signature. Il faut bien savoir que c'est un papier, je dirais, en pratique uniquement formel. Pourquoi? Parce qu'il est évident, lorsqu'on fait un consentement mutuel, que ce soit avec des enfants en bas âge, que ce soit avec des enfants adolescents, effectivement, ce sont les parents qui doivent décider de ce qu'est l'intérêt des enfants. Alors, c'est sûr, quand un enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on en arrive à un stade où il pourrait s'opposer à tel mode ou tel mode de résidence, mais toujours est-il, je n'ai jamais vu d'enfant, lorsque les parents leur soumettent ce formulaire, est-ce que tu veux être entendu par un juge, est-ce que tu es informé de tes droits, de ce que vont décider les parents dans le cadre de leur divorce, je n'ai jamais vu un enfant dire « je veux être entendu ». Parce qu'on peut bien imaginer, si l'enfant veut être entendu, c'est qu'a priori, il s'oppose au terme de l'accord de ses parents. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus en face d'un divorce à l'amiable. Je l'ai vu une fois, tout récemment, mais il s'agissait d'enfants qui avaient été placés suite à des violences qu'il avait subies de la part d'un de ses parents et même des 2 parents, et l'enfant avait été placé. Et à ce moment-là, pour autant, le couple, on est arrivé à négocier avec l'avocat du mari, et donc on est parvenu à un accord sur le divorce et sur la liquidation de la communauté. Pour autant, les services sociaux, on a dit aux services sociaux, voilà, il y a un formulaire à remplir. Et comme cet enfant avait été entendu plusieurs fois par le juge des enfants, ils lui ont fait un peu miroiter le fait que oui, il fallait être entendu alors que son audition par le juge n'allait pas remettre en cause le divorce. Toujours est-il, elle a signé le formulaire, elle a dit « je veux être entendue » et donc l'audience s'est tenue ainsi. Les parties ont été entendues, l'une après l'autre, en vue que le juge recueille leur accord sur le divorce. Et l'enfant avait été entendu précédemment longuement. Pour autant, cela n'a pas du tout remis en cause les termes de la convention dans lequel on avait dit, tant que l'enfant est placé, elle est placée, et à l'issue du placement, l'enfant résiderait chez son père. Donc, pour autant, cette audition
n'a pas permis au juge de remettre en cause les termes de l'accord qui avait été pris par les parents. C'est dire que cette demande d'audition que je n'ai vue qu'une fois en 4 années de cette nouvelle procédure de consentement mutuel n'a pas eu d'impact sur la convention qui a été directement homologuée par le juge. Donc oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les droits de l'enfant, l'intérêt de l'enfant sont, je dirais, la priorité aujourd'hui des décisions de justice, oui, il faut informer parce que c'est une obligation d'informer un enfant qui a son discernement, qui peut être à partir de 7 ans, plutôt de 8 ans, l'informer du droit qu'il a d'être entendu par un juge, mais en pratique, cela ne changera rien et en pratique, je ne l'ai jamais vu. Et souvent, cela indispose d'ailleurs les parents de faire signer ce type de document à leurs enfants. Mais ça reste un document purement formel. J'ai des soucis d'ordinateur. Je me permettais de rebondir sur ce que vous dites, Maître Rubin. Est-ce que ça n'est pas une vaste hypocrisie? Excusez-moi, c'est pas très politiquement correct ce que je dis. C'est que cette réforme met aussi au cœur, donc on a dit évidemment le devoir de conseil des avocats, mais met aussi au cœur donc la place de l'enfant en disant oui, il faut demander l'accord de l'enfant, etc. On voit bien que les parents, donc comme vous l'avez dit, sont pas très à l'aise avec cette idée-là de faire signer ce formulaire à leurs enfants. Est-ce que finalement cette réforme, c'est pas une manière d'inviter les parents à vraiment discuter en amont avec leurs enfants des modalités de résidence? Et de ce fait, est-ce que finalement une procédure judiciaire, je veux dire, qui n'est pas judiciaire mais juridique, telle que l'a voulu le législateur en transférant, on va dire, la rédaction de la convention aux avocats et le devoir de conseil, comme on l'a dit, est-ce que finalement, est-ce que c'est bien les avocats qui sont compétents pour aider leurs clients à réfléchir, je dirais, à la place de l'enfant? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt orienter en amont peut-être les personnes que nous rencontrons vers des médiateurs ou des psychologues, etc., pour réfléchir à cette question? Est-ce que cette question, véritablement, elle a sa place, je dirais, dans le cadre d'un formulaire succinct que les parents ont beaucoup de réticence, je dirais, à remplir? En amont. Oui, il est clair que de toute façon, avant de finaliser un accord, oui, il vaudrait mieux une sorte de, je dirais, médiation familiale et que les enfants, notamment d'un âge certain, au-delà, je dirais, de 10 ans, 12 ans, participent un peu à l'accord et soient d'accord sur les termes de l'accord que vont prendre leurs parents. Cela me paraît évident. Pour autant, il ne faut pas en revenir, je dirais, à l'enfant roi qui va tout décider. C'est pourquoi je parlais parfois de mettre en pratique, de tester les modes de résidence que les époux vont faire avant de finaliser cette convention. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque des époux décident de faire de l'alterné ou décident de mettre un droit de visite, une résidence chez la mère, un droit de visite élargi chez le père, ou quel que soit leur accord, il est évident, il faut que les parents comprennent qui ne pourront pas, 6 mois après le prononcé de leur divorce, aller chez le juge en disant « Ah, mais ça m'a été imposé, je voulais divorcer vite, donc j'ai accepté tout et n'importe quoi, cet alterné ne me convient pas et je ressaisis le juge ». Là, les tribunaux sont clairs. À partir du moment où il n'y aura pas d'éléments nouveaux, à partir du moment où l'enfant ne sera pas en souffrance dans le cadre de cet alterné ou dans le cadre de la résidence chez l'un ou l'autre de ses parents, à partir du moment où cet enfant ne demandera pas à être entendu par un juge pour exprimer un choix différent puisque c'était un divorce à l'amiable, oui, on lui a fait remplir un formulaire, mais il n'était pas vraiment parti à la procédure. Tant qu'il n'y aura pas d'éléments nouveaux, un accord, on ne pourra pas le modifier 6 mois après. Et là, il faut faire attention parce que très souvent, on voit des personnes qui saisissent le juge quelques mois après leur divorce à l'amiable, et là, leur juge leur dit, écoutez, vous avez fait un contrat, un accord, et on ne peut pas le modifier, sauf éléments graves et éléments nouveaux. Donc,
attention à tout accord qui est pris. Non. Donc, attention à cela avant de signer quel que soit l'accord, que ce soit bien sûr pour les enfants, que ce soit pour une liquidation, que ce soit pour une femme notamment qui renonce ou un homme qui renonce à une prestation compensatoire ou à une pension pour les enfants. Alors, l'intérêt aussi je dirais, de la convention de divorce par consentement mutuel, c'est aussi contrairement, quand on passe devant un juge, on passe le 1er janvier, la situation est telle, ils font de l'alterné depuis 6 mois à 1 an, il y a le juge, sauf cas grave, il maintiendra l'alterné. Ou bien la résidence est chez la mère, le père a un droit de visite élargi, il n'y a pas trop de motifs à mettre de l'alterné parce qu'ils sont loin, parce qu'ils ne s'entendent pas trop, il y a eu des scènes, etc. Eh bien, le juge, le 1er janvier, il va décider résidence chez la mère, droit de visite pour le père. Par contre, dans un consentement mutuel, des parties qui, par exemple, souvent, ils vendent leurs biens, ou ils sont encore sous le même toit, monsieur ou madame ne sait pas encore si elle va obtenir un logement pour rester proche du domicile de l'autre, ou vont rester les enfants. Eh bien, les parties peuvent tout à fait mettre dans une convention de divorce, prévoir aujourd'hui et prévoir l'avenir, et c'est l'intérêt, je dirais, le grand intérêt du consentement mutuel, ce que ne fera jamais un juge, il fixera au moment T et non pas dans l'avenir. Eh bien, dans une convention, on peut très bien indiquer aujourd'hui c'est résidence chez la mère, le jour où monsieur aura un logement proche de madame, ils feront de l'alterné, une semaine, etc. Donc, de telle sorte que ça laisse une porte ouverte pour l'autre parent de mettre en place cet alterné qu'il souhaitait, mais qu'il ne pouvait pas mettre en place de suite au moment du divorce parce qu'il n'avait pas encore de logement. Donc, l'intérêt de cette convention, c'est de prévoir aujourd'hui, prévoir l'avenir, prévoir des accords et éviter justement cette saisine d'un juge quelques mois après avoir divorcé, que ce soit quand on va devant le juge ou que ce soit de manière amiable. Merci beaucoup, Maître Rubin. Alors, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, cette convention de divorce par consentement mutuel, elle doit être pérenne et elle doit permettre d'envisager tous les cas de figure. Et donc, elle offre énormément de souplesse. Je rebondis sur ce que dit Marie-Noëlle Marville, avec qui on a le plaisir de travailler très régulièrement, qui est médiatrice familiale. C'est vrai qu'effectivement, toutes ces questions autour de la place de l'enfant, de l'accord de l'enfant, peuvent être travaillées dans le cadre d'une médiation avec un médiateur familial. C'est vraiment le rôle, je dirais, du médiateur. Et c'est un accompagnement qui, pour nous, avocats, est extrêmement précieux parce qu'il nous permet, je dirais, en quelque sorte, de ne pas nous improviser psychologue ou médiateur. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ce formule de consentement est un petit peu litigieux dans le sens que l'âge du consentement, la capacité de discernement, c'est entre 7 et 9 ans. Et c'est toujours un peu délicat de dire à un enfant, bah, tu veux ou tu veux pas, il faut que tu signes un document, etc. Mais effectivement, ça replace les parents dans une posture, je dirais, de réflexion par rapport à la résidence et comme l'a dit Maître Rubin, parfois par rapport à dans une vision évolutive de la résidence des enfants. Donc, en ce sens, 4 ans plus tard, cette réforme du divorce par consentement mutuel est très intéressante puisqu'elle invite les parents à faire interagir d'autres professionnels, des psychologues, des médiateurs pour réfléchir à cette fameuse place de l'enfant et de manière pérenne pour ne pas qu'on ait à revenir trop vite sur cette convention de divorce. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, tout de suite à la partie plutôt financière patrimoniale, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, la liquidation du patrimoine. Et je vais tout de suite laisser la parole à Maître Arros. Avant de lui laisser la parole, je me permets de terminer la présentation que j'avais commencée, pour que vous puissiez avoir une vision panoramique du sujet. Donc, quand on est sûr de vouloir entamer une procédure du divorce par consentement mutuel, que chacun a un avocat, qu'on a réfléchi au principe du divorce, qu'on est d'accord, à toutes les conséquences du divorce, notamment les enfants, donc tous les futurs divorcés doivent être en accord sur la pension, le droit de vie d'hébergement, mais donc aussi sur le sort des biens immobiliers, la séparation des comptes. Une fois que les époux sont d'accord sur tout et que la convention de divorce a été rédigée, chaque avocat envoie la convention du divorce par courrier recommandé. Les époux ont un délai de réflexion de 15 jours et à l'issue de ce délai de réflexion, eh bien, on peut prévoir la signature. Donc, vous avez tout ça dans la présentation
que vous pouvez télécharger dans l'onglet les dossiers. Et donc, après la signature, eh bien, la convention de divorce, après que le notaire ait bien vérifié que tout est en ordre, eh bien, il effectue son dépôt au rang des minutes de son étude, délivre une attestation de dépôt, et dès que nous disposons, nous, avocats, de l'attestation notariée, nous pouvons transcrire l'acte de dépôt en marge de l'acte de mariage à la mairie de la célébration de celui-ci, et à ce moment-là, les épouses sont définitivement divorcées. Donc, je vous laisse regarder plus en amont les avantages de cette procédure telle qu'on l'a déjà définie, la rapidité, une rapidité. Alors, c'est là-dessus, sur ce point-là, je vais tout de suite faire intervenir Maître Arros, c'est que effectivement, la rapidité qui est tellement vantée de cette procédure de divorce par consentement mutuel peut parfois achoper quand il s'agit de vendre le bien sur l'aspect patrimonial, d'où cette charte de 2020 notaire-avocat qui est là pour faciliter la communication et l'action entre les notaires et les avocats pour faciliter la liquidation. Et je laisse tout de suite la parole à Maître Arros pour qu'elle nous explique, d'abord qu'elle nous fasse un rapide débriefing, je dirais, de tout ce qui concerne la liquidation matrimoniale, notamment le sort du bien et comment les avocats et les notaires peuvent interagir pour faciliter au mieux la liquidation du régime matrimonial, la liquidation du patrimoine commun et donc de pouvoir arriver aussi vite que possible vers la signature du divorce. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on vous l'a dit tout à l'heure, le préalable obligatoire au divorce par consentement mutuel, et c'est là aussi un de ses avantages majeurs, c'est la liquidation du bien immobilier. Cela veut dire en d'autres termes que tant que les époux n'ont pas liquidé la communauté, ils ne peuvent pas divorcer par consentement mutuel. L'objectif, finalement, c'est de finaliser le tout. C'est un tout, le divorce à l'amiable. Donc, quelles sont les options quand les époux sont propriétaires d'un ou de plusieurs biens immobiliers? Il s'agit ici que des biens immobiliers. On pourra évoquer éventuellement le mobilier dans un second temps. Il y a 3 options. La première option, c'est que les époux s'entendent pour mettre en vente le bien immobilier. Dans ce cas-là, pas de difficulté. Juste précision étant faite que la signature du divorce par consentement mutuel ne pourra intervenir qu'à l'acte de vente et non pas à la signature du compromis de vente. Voilà, c'est la petite précision. Donc, effectivement, dans le cas où les époux sont d'accord sur tout, mais sont encore propriétaires de ce bien immobilier commun qui est mis en vente, alors oui, dans ce cas-là, ça peut prendre un peu de temps, dans la mesure où nous, avocats, malheureusement, on n'a pas la main sur la vente du bien immobilier et que parfois, en fonction de la situation géographique et des caractéristiques du bien, ça peut prendre un peu de temps et c'est tout un temps pendant lequel, du coup, le divorce à l'amiable est en stand-by. Une fois le bien immobilier vendu, les époux solderont le créancier s'il y en a, en l'occurrence un prêt immobilier, et puis ensuite se partageront, comme ils l'entendent, le prix de vente. Et puis, nous, la liquidation est achevée à ce moment-là. Soit il est extrêmement fréquent, c'est quelque chose que l'on voit énormément, que les époux qui sont propriétaires d'un bien immobilier, et très souvent quand ce bien immobilier a constitué le domicile conjugal, le domicile familial pendant toute la vie commune, il est très fréquent qu'un des 2 époux se dise « moi j'aimerais bien rester dans ce bien immobilier, donc je vais te racheter ta part sur le bien pour me le voir attribuer à moi seul. Et ainsi, ça permettra notamment, ça c'est vraiment l'argument principal, de maintenir les enfants dans leur cadre de vie, qu'ils aient au moins un repère qui soit bien ancré, une situation qui est très fréquente. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on fait intervenir un notaire, puisque c'est comme une acquisition, c'est un transfert de propriété à proprement parler. Et donc, on va faire évaluer le bien immobilier, on va calculer ce qu'on appelle l'actif net de communauté, c'est-à-dire voir ce qui reste à se partager. Et pour faire très simple, ce qui va se passer, c'est que l'époux ou l'épouse qui va se voir attribuer le bien immobilier va reprendre à sa seule charge le solde du prêt immobilier s'il en reste un et va verser une soulte, ce qu'on appelle une soulte, à l'autre époux, pour racheter sa part. Pour faire de manière très schématique et que vous compreniez, et pour aussi, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je vois qu'on approche de l'heure, mais pour vraiment faire très schématiquement.
Imaginons que le bien immobilier dont il s'agit a une valeur de 100 000 euros. Imaginons que sur ce bien immobilier, il reste un emprunt dont le solde est de 50 000 euros. Je prendrai seul à ma charge le solde du prêt immobilier de 50 000 euros et toi, je te verserai une part de 25 000 euros. Pourquoi 25 000 euros? Parce que quand on déduit le prêt, le solde du prêt de la valeur du bien, on a ce qu'on appelle un actif net à partager de 50 000 euros et donc ce projet peut être mené à bien, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et que nous, on encourage, mais peut être mené à bien que dans l'hypothèse où la partie qui veut racheter la part de l'autre ait les possibilités financières de le faire, puisqu'il faut que le projet de financement passe au niveau de la banque, puisque évidemment, quand vous contractez un emprunt à deux avec deux revenus, c'est quand même pas la même chose que quand vous vous présentez à la banque en disant, bah, finalement, aujourd'hui, je vais être tout seul à gérer cet emprunt. Donc, voilà, ça, c'est la partie rachat d'un bien immobilier. La dernière solution, qui est quand même pas celle qu'on préconise le mieux, mais qui peut toutefois avoir son intérêt dans certains cas, c'est de rester en indivision sur le bien. C'est une des trois façons de liquider la communauté. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, pour le moment, on va passer devant un notaire et on va faire ce qu'on appelle une convention d'indivision parce qu'on veut être encore tous les deux propriétaires du bien. Et puis, dans X années, on le vendra ou on le vendra en général. Alors ça a de l'intérêt vraiment, surtout de ce qu'on voit, hein, parce que chacun peut y trouver son compte, mais de ce qu'on voit, ça va avoir de l'intérêt pour tout ce qui va être résidences secondaires qui sont mises à la location, donc tout ce qui est investissement locatif, où effectivement les loyers, grosso modo, couvrent le prêt immobilier et les charges, et donc les époux se disent c'est dommage de le vendre, mais d'un côté, j'ai pas les moyens de racheter ta part, donc comme ce bien, c'est finalement le patrimoine qu'on a et qui possiblement on le transmettra à nos enfants, restons en indivision puisque de toute façon, ça ne nous coûte rien. Et puis, on verra par la suite, quand le bien aura acquis une bonne rentabilité, on le mettra à la vente. Ou alors, ça peut être le cas de figure du domicile conjugal où l'époux, je prends l'époux, mais c'est vraiment par hasard, va dire à sa femme, voilà, écoute, les enfants, là pour l'instant, ils sont en pleine étude, mais je sais que tu n'as pas les possibilités de racheter ma part sur le bien d'un point de vue financier. Donc, on peut se dire que voilà, jusqu'à ce qu'au moins les enfants aient terminé leurs études ou leur scolarité, tu resteras dans le bien. Et donc, comme ça, on va établir une convention d'indivision, mais qui va vraiment régir les règles de finalement de cette indivision sur le bien immobilier. Donc, voilà les trois hypothèses de liquidation du bien immobilier qui vont être donc le préalable à la signature d'une convention de divorce. Alors, dans le même temps, c'est-à-dire que dès que l'acte notarié, donc de soit la convention d'indivision, soit l'attribution à l'un ou à l'autre des époux du bien immobilier, dès que l'acte de notarié sera prêt, alors on pourra enclencher le divorce par consentement mutuel à ce moment-là. Et l'avantage, c'est que les époux, finalement, n'auront plus rien, en tout cas d'un point de vue patrimonial, parce que voilà, n'auront plus rien qui les lie, surtout sur l'aspect patrimonial, fiscal et financier. Merci beaucoup, Maître Arros. Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Il me semble aussi que concernant la prestation compensatoire, qui est souvent un point sur lequel on achoppe beaucoup, et il me semble que dans le chat, c'était Claudine qui nous posait la question suivante. Si j'ai bien compris, l'un des deux serait souvent prêt à faire des concessions, jouissance de la maison, laisser tous les meubles pour obtenir ce divorce. C'est assez vrai, Claudine. C'est-à-dire que souvent, on reçoit au cabinet plus des femmes que des hommes, et qui seraient susceptibles de percevoir une prestation compensatoire et qui souhaitent y renoncer parce qu'elles ne veulent pas passer, je dirais, pour des femmes vénales, ou parce qu'elles ne veulent pas donner l'impression à leur futur ex-époux qu'elles vont les spolier, etc. Et ça, c'est effectivement, ça peut être un danger de ce divorce par consentement mutuel, c'est la rapidité de la procédure et le fait de vouloir tout niveler, qu'il n'y ait aucun grief, etc. Et bien de se dire, je suis pas vraiment légitime à demander une prestation compensatoire. Or, précisément, et je redonne tout de suite la parole à Maître Arros sur ce sujet-là,
La réforme du divorce par consentement mutuel permet, encore une fois, parce qu'elle place au centre le devoir de conseil de l'avocat, d'obtenir des résultats extrêmement intéressants en termes d'évaluation et de montant de prestations compensatoires, c'est-à-dire des montants qu'on n'obtiendrait jamais au contentieux, parce qu'on négocie, comme le disait Maître Rubin, parce qu'on envisage tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on essaie de compenser les choses en disant bah voilà, toi tu restes dans le bien, ou alors tu vas me verser une soulte, ou alors sur le prix de la vente du bien, tu me verseras un montant qui sera une prestation compensatoire et que toi tu pourras déduire fiscalement. Bref, la prestation compensatoire, et je laisse tout de suite la parole à Maître Arros, est extrêmement intéressante parce que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, à savoir ah oui, je vais prendre une somme à l'autre et l'autre va se sentir spolié ou j'ose pas lui demander, etc. Eh bien, c'est une sorte de moyen, de canal, je dirais, qui permet de donner beaucoup d'équité à cette convention de divorce. Et Julie, si vous voulez nous expliciter un petit peu ce point-là, parce que c'est un point un peu complexe et sur lequel il faut donner toutes les informations possibles. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc pour ceux qui connaissent pas ou qui sont pas à l'aise avec la notion de prestation compensatoire, pour faire une définition vraiment peut-être un peu légère, mais schématiquement, c'est une somme d'argent que l'époux ou l'épouse versera à l'autre après le divorce en sous forme de rente pour combler la disparité de revenus des époux et donc combler le fait que le divorce va créer une disparité dans le train de vie de l'un ou de l'autre des époux. Et la prestation compensatoire est soumise à de multiples critères, mais très principalement, il faut que cette disparité de revenus qui existe soit le résultat de sacrifices qui ont pu être faits par l'époux ou l'épouse au profit de la carrière de l'autre et qui justifient notamment la disparité telle qu'elle est existante au jour du divorce. C'est une définition un peu légère, mais je pourrais faire un webinaire d'1 heure que sur la notion de prestation compensatoire. Alors, très, très simplement, quand on reçoit, que ce soit le potentiel débiteur ou le potentiel créancier d'une prestation compensatoire, on en parle bien naturellement tout de suite. Et alors, vous avez effectivement certaines personnes qui pourraient rentrer dans les critères, parce que c'est hypothétique, mais qui se refusent à demander une prestation compensatoire. Alors, nous, on est là évidemment pour conseiller, parce qu'on engage notre responsabilité sur cet acte. Donc, notre objectif, c'est d'expliquer à la personne qui souhaite y renoncer que cette renonciation aura un caractère définitif, expliquer on exerce évidemment notre devoir de conseil, mais avant tout, on respecte la volonté de la personne. Et si une personne a réfléchi, a mûri sa réflexion et ne sollicite pas de prestation compensatoire, dont acte. Maintenant, dans les hypothèses où la prestation compensatoire est due, en tout cas semble être due, puisqu'on n'est pas juge d'affaires familiales, mais de notre petite expérience. Alors, il y a 2 solutions. Parfois, les époux ont déjà échangé très longuement sur le sujet et viennent nous voir, nous rencontrer en déjà nous donnant leur accord. Donc, en nous disant, on s'est mis d'accord sur une prestation compensatoire de 20 000 € qui prendra cette forme ou cette forme. Dans ce cas-là, nous, on analyse si ça nous paraît cohérent avec la pratique des contentieux et puis on acte. Quand, et c'est quand même plus souvent le cas, l'époux ou l'épouse nous dit, sur le principe, je pense être légitime à faire une demande de prestation compensatoire, mais j'ai du mal à la chiffrer, etc. Alors là, il y aura des négociations, des pourparlers entre les avocats, les conseils de chaque partie, chaque époux, et pour déterminer la prestation compensatoire. Alors, il est vrai qu'on a des logiciels de calcul qui donnent des résultats un peu approximatifs, mais qui sont très, très sommaires, mais parce que c'est normal, ils ne peuvent pas tenir compte des particularités, des cas d'espèce de chaque dossier. Mais on a surtout, on commence à se constituer au cabinet une petite jurisprudence, dans le sens où on voit les décisions en fonction de tous les tribunaux, en fonction de la prestation compensatoire, on l'évalue surtout par rapport à la connaissance qu'on a de ce qui s'octroie ou non en contentieux. Parce que finalement, les gens qui divorcent par consentement mutuel, ce qu'ils souhaitent obtenir, c'est évidemment un accord équilibré, mais ils souhaitent obtenir ce qui vraisemblablement aurait plus ou moins été obtenu en contentieux. C'est ça l'objectif et c'est en ça qu'on va les conseiller par rapport à la notion de prestation compensatoire. Merci beaucoup, Julie. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, parce qu'il est déjà 15h06,
sur cette fameuse charte notaire-avocat qui est censée faciliter la liquidation du régime matrimonial. Je vous fais simplement savoir, parce que le temps court, n'hésitez pas à télécharger dans l'onglet Files ou des dossiers, si c'est en anglais ou en français chez vous, la documentation très précise qui vous permettra d'orienter au mieux les salariés que vous recevez. J'ai aussi mis un bon de consultation juridique gratuite, puisque la plupart d'entre vous qui participaient à ce webinaire savez que voilà, nous offrons sans limite de temps une première consultation juridique gratuite. Et sur les divorces, sur le point du divorce par consentement mutuel, comme je le dis et je le répète, le conseil de l'avocat est extrêmement important. Donc, il faut orienter les gens vers des avocats qui sont à même de les conseiller au mieux. Et moi, je dis toujours, un avocat, c'est comme un médecin. Il faut sentir son avocat, il faut sentir qu'on a tous les conseils. Et comme nous venons de le dérouler pendant 7 heures, eh bien, effectivement, vous voyez bien que tous les tenants et aboutissants d'un divorce par consentement mutuel sont extrêmement vastes. Vous avez les enfants, la parole de l'enfant, la résidence, la pension alimentaire. Maître Arros vient de vous dérouler tout ce qui concerne le patrimoine, le sort du bien commun, la notion de prestation compensatoire, sans compter, voilà, cette nouvelle charte notaire-avocat sur laquelle elle va intervenir tout de suite. C'est dire à quel point les personnes ont besoin vraiment de savoir sur quel chemin ils avancent et donc d'avoir le conseil d'un avocat. Donc voilà, si vous souhaitez les orienter vers nous, avec grand plaisir, nous ferons un plaisir de recevoir les personnes pour leur poser des questions pour creuser un peu plus en amont les questions qu'ils peuvent avoir sur ce dossier-là. Voilà, je voulais vous dire ça puisque l'heure tourne. Je repasse tout de suite donc la parole à Maître Arros pour savoir effectivement comment interagissent les avocats et les notaires, particulièrement depuis la mise en vigueur de cette charte avocat-notaire en 2020. Alors oui, effectivement, fin 2020, une charte a été signée entre les deux professions, les avocats et les notaires. Et si cette charte a été signée, en tout cas c'est mon avis, mais c'est a priori les bruits qui courent au sujet de cette charte, c'est parce qu'il y a pu avoir au cours de ces 4 années finalement d'expérimentation et de mise en pratique des difficultés entre les avocats et les notaires. Pourquoi ? Les difficultés, elles ont émergé de la place de chacune des deux professions dans ce divorce. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez très justement, Maître Buchinger, au début, quand elle vous disait, voilà, que c'est pas un divorce devant notaire, et c'est une expression effectivement qui s'est un peu vulgarisée et qui est souvent exprimée. Donc, en réalité, le notaire, il n'a un rôle dans la convention de divorce que de s'assurer du respect de certaines formalités. Mais des formalités purement factuelles, c'est-à-dire est-ce que le prénom, le nom de chacun des époux, de chacun des enfants est bien orthographié? Est-ce qu'il y a bien un paragraphe sur la liquidation? Est-ce que les actes d'état civil ont bien moins de 3 mois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mesure de protection qui soit ouverte à l'égard de l'un ou de l'autre des époux et qui aurait pu rendre son consentement inopérant, etc. Donc, il y a tout un tas d'exigences formelles dont le notaire a la charge. Mais c'est tout. Le notaire, en aucun cas, il ne doit s'assurer que l'accord soit équilibré. Et il est arrivé bien souvent que des notaires refusent de déposer au rang de leur minute des conventions de divorce par acte d'avocat au motif soit qu'ils considéraient que l'équilibre n'était pas respecté alors que c'est pas ce qu'on lui demandait, ou soit qu'il faisait des griefs à la convention de divorce, mais pareil, qui n'entrait pas dans son champ de compétences et dans ses ressorts. Donc, pour pallier à cette difficulté et pour vraiment dessiner les contours de chacun des rôles des deux parties, alors il y a une charte qui a été signée pour que dorénavant, il n'y ait plus de difficultés lors d'un dépôt au rang des minutes d'une convention de divorce et pour qu'en cas de difficulté entre avocat et notaire, on puisse se référer à cette charte pour voir est-ce que le notaire, oui ou non, est dans son droit de solliciter telle information complémentaire ou d'apporter telle modification à la convention. Ensuite, donc ça c'était vraiment le premier objectif de redessiner un peu les missions de chacun. Le deuxième objectif, c'est qu'on a fait un petit rappel dans cette charte, et je vais essayer d'être très rapide, sur ce qu'on appelle les 2 circuits qui peuvent exister lorsqu'il y a un avocat et un notaire dans une convention de divorce où il y a un bien immobilier. Parce qu'en fait, en réalité, la seule fois où avocat et notaire vont travailler en partenariat, c'est quand il y a un bien immobilier. Quand il n'y a pas de bien immobilier, il n'y a pas de partenariat. Le notaire, il enregistre, c'est tout. Il n'y a pas de partenariat.
Quand il y a un bien immobilier, il y a un acte notarié et il y a un acte d'avocat. Donc, effectivement, il y a une mise en relation. Alors, on vous dit qu'on a deux solutions. Le circuit long qui consiste en ce que les époux vont signer d'abord chez le notaire leur acte liquidatif, donc soit une convention d'indivision, soit un acte de rachat de parts, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et dans un second temps, une fois qu'ils ont signé cet acte chez le notaire, alors on met en route la machine du divorce par consentement mutuel et on signe avec les avocats le divorce par consentement mutuel. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit long qui se fait en 2 étapes. Il y a aussi ce qu'on appelle le circuit court. En fait, on l'appelle long et court parce que c'est une question de durée. Le circuit court permet d'aller plus vite. Et ça consiste à ce que on envoie, à ce qu'on signe le même jour à la fois l'acte notarié et à la fois l'acte d'avocat et le tout chez le notaire. Et ça permet de regrouper les procédures. Alors, ça ne fait pas gagner un temps considérable. Hein, c'est l'histoire en général de 2-3 semaines. Mais ces 2-3 semaines qui parfois sont vraiment capitales parce que très souvent, quand il y a un des deux époux qui rachète la part de l'autre, alors celui qui va recevoir la soulte, parfois, il est derrière engagé avec un compromis de vente et une autre acquisition immobilière. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il a besoin que le divorce soit vraiment prononcé au moment où il perçoit la soulte. Donc, voilà, ça peut être intéressant dans certains cas. Je termine juste mes propos pour répondre à la question de Madame Morin-Elisabeth. Donc, je lis votre question pour que tout le monde puisse en avoir connaissance. Dans le cas de l'indivision, l'époux résidant dans l'appartement de la maison ne verse rien à l'autre. Alors, c'est une excellente question que vous posez là. Ça montre que vous avez compris les rouages de la convention d'indivision, si je peux me permettre. Alors, c'est exactement le même principe qu'un divorce par consentement mutuel, la convention d'indivision. C'est-à-dire qu'on peut prévoir ce que l'on veut. Donc, moi, je peux vous répondre ce qui, dans la pratique, est très souvent mis en place. Mais après, encore une fois, on peut complètement moduler. Dans la pratique, ce qui se fait généralement, c'est que l'occupant, donc l'époux qui va avoir la jouissance du bien immobilier, va l'avoir à titre gratuit. Quand on dit la jouissance gratuite, puisque vous, visiblement, vous avez compris, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas cette notion, quand on parle de jouissance gratuite, c'est-à-dire qu'en fait, l'époux va occuper un bien, mais ne va pas être redevable à l'égard de l'autre d'une indemnité d'occupation, c'est-à-dire en quelque sorte d'un loyer. C'est-à-dire que moi, j'occupe un bien immobilier qui appartient aussi à monsieur, mais pour autant, même si j'occupe ce bien, je ne vais pas lui verser un loyer. Très souvent, dans une convention d'indivision, c'est le cas. La jouissance est gratuite. En revanche, en contrepartie, ce qui se fait souvent, c'est que j'occupe le bien gratuitement, mais je vais prendre à ma charge le crédit immobilier dans sa totalité, sans qu'au moment des opérations de liquidation, je dise à mon ex-époux, j'ai payé 100% du prêt immobilier, or, normalement, tu aurais dû en payer 50% et faire par moitié, donc je réclame aujourd'hui de récupérer les 50% qui t'appartiennent. C'est vraiment un équilibre qui est très juste, c'est de dire j'assume le crédit immobilier et donc toi tu retireras un avantage au moment de la liquidation puisque du coup l'actif net augmentera à mesure que le prêt diminue, mais d'un côté j'occupe le bien gratuitement et je ne te dois pas d'indemnité d'occupation. C'est quelque chose qui, voilà, en général c'est la pratique. Maintenant, encore une fois, on peut tout à fait envisager d'autres options. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Morin. Merci beaucoup, Maître Arros. Il est déjà 15h15. Vous êtes encore 42 participants. On vous remercie infiniment de votre présence. Donc, en conclusion, et je laisserai véritablement le dernier mot à Maître Rubin, c'est que effectivement, ce divorce par consentement mutuel, après 4 ans d'expérience, est extrêmement satisfaisant par plein d'aspects. Effectivement, c'est vraiment la voie la plus intéressante vers laquelle orienter les salariés que vous rencontrez parce que c'est la voie la plus rapide, c'est surtout la voie la plus négociée. Si tant est qu'on a des confrères face à nous qui sont dans le même état d'esprit et qui sont, on va dire, alignés aussi surtout sur l'état d'esprit de la loi, on peut arriver à des accords, je dirais, ciselés. C'est vraiment du détail, comme vous le disiez, Maître Rubin et aussi Maître Arros. C'est-à-dire qu'on peut tout mettre dans une convention de divorce par consentement mutuel, on peut tout prévoir si tant est que c'est dans l'intérêt des parties, que c'est dans l'intérêt des enfants. Donc, ce sont des modalités extrêmement intéressantes. Le seul point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la rapidité de la procédure, qui parfois, vous voyez, quand des gens vivent des situations un petit peu étouffantes, ça a été le cas après notamment le confinement,
Les gens veulent rapidement divorcer et parfois rapidement divorcer, ils le veulent au mépris, je dirais, de leurs droits. Alors, n'hésitez pas, surtout pour les hommes et les femmes, qui pourraient bénéficier notamment d'une prestation compensatoire, de ne pas renoncer à ce droit-là et précisément de demander à bénéficier de l'expertise de leur avocat pour trouver un accord qui soit consenti. Donc, je dirais, c'est ma conclusion personnelle, c'est que ce divorce par consentement mutuel, il est à privilégier dans énormément de cas de figure. Simplement, attention à ne pas tomber, je dirais, dans le piège de la rapidité qui peut permettre de vouloir un accord trop succinct et en faisant fi de ses droits. Maître Rubin, je vous passe tout de suite la parole. Alors, je vais vous remettre en grand écran, voilà, pour que vous puissiez nous donner aussi un peu votre sentiment. Et si vous souhaitez revenir sur un point particulier de cette réforme, au regard de votre expérience, eh bien, vous avez la parole. Bien, comme je l'indiquais, il faut, comme vous l'indiquiez aussi à l'instant, c'est un contrat, cette convention, et donc il faut, avant de la signer, être informé de ses droits. Et je crois que c'est le rôle fondamental d'un avocat, voire d'un notaire dans le cas de la liquidation, voire des psychologues médiateurs qui pourraient intervenir de leur côté en ce qui concerne le problème des enfants. Mais c'est le rôle d'un avocat de dire, une fois la situation abordée, quelle était la durée du mariage, est-ce qu'il y a une différence de revenus qui pourrait justifier une prestation, mais ce n'est pas toujours une différence de revenus qui justifie une prestation. Imaginons un mariage qui a duré que 8 ans, 5 ans, et que même s'il y a eu disparité de revenus, eh bien, les deux époux sont jeunes, et par exemple, madame est jeune, donc pourra encore travailler, elle a une formation. Donc même si, comme le disait Maître Arros, on va aller sur les sites internet de mode de calcul prestation, peut-être qu'on arrivera à quelque chose, mais on sait très bien que si on va devant un juge avec une femme jeune qui a une formation, qui peut travailler, pas de problème de santé, qui a peut-être un patrimoine déjà donné par ses parents ou à venir, etc., avec des enfants qui sont parfois peut-être déjà ou absence d'enfants ou des enfants déjà un peu autonomes, il est très possible que ce juge ne fixe pas de prestations. Donc c'est le rôle, je dirais, d'un conseil absolument de dire à cette femme, mais aussi à des hommes, hein, qui, c'est vrai, le demandent moins cette prestation, mais de dire oui, vous auriez droit, mais en fonction des critères que j'ai, durée du mariage, vos qualifications, état de santé, etc., patrimoine aussi que vous allez recevoir dans le cadre de ce divorce, parce que c'est sûr, au niveau des prestations, plus un couple a acquis de biens et donc madame, même si elle n'a pas beaucoup travaillé ou pas travaillé, va ressortir de là avec 200 000, 300 000, voire davantage, c'est différent que si elle ressort d'un mariage sans aucun patrimoine. Effectivement, je dirais les prestations, c'est un peu les vases communicants. Plus il y a de patrimoine, moins la prestation est importante, moins il y a de patrimoine et la prestation peut être plus importante. Et donc, c'est le rôle de l'avocat de dire oui, madame, vous pourriez y prétendre, mais à mon avis, cela sera dans telle fourchette. Et oui, on a eu une expérience depuis un nombre d'années assez important. On voit les décisions, on a notre propre expérience au niveau des modes de calcul. Et donc, effectivement, c'est là le rôle de l'avocat de dire oui, vous avez intérêt à renoncer, vous pouvez y renoncer parce que ça ne va pas vous apporter grand-chose et au contraire, vous allez récupérer sur le patrimoine ou sur la rapidité parce que vous êtes pressé. Donc, c'est le rôle de l'avocat de dire vous avez droit, vous n'avez pas droit. Après, à vous de décider, effectivement, mais de donner les clés en main pour ce divorce et d'où le rôle de conseil de l'avocat informé des droits. Après, les parties, effectivement, en font ce qu'ils veulent en fonction de leur situation ou de la rapidité du divorce qu'ils veulent. L'autre intérêt, oui, comme vous disiez, cette convention peut être très détaillée. On le voit trop dans les jugements de divorce. Eh bien, oui, ils reprennent leur canevas, résidence, autorité parentale conjointe, droit de visite tel, c'est les modes classiques, un week-end ou droit élargi ou alterné, pension, pas de pension, partage des frais. Or, dans une convention, comme vous l'indiquiez, on peut détailler tout, on peut détailler tous les frais que prendraient en charge les parties, des activités extrascolaires, des frais de santé. On peut rentrer dans vraiment tout le détail.
Et on peut, comme on l'a dit, prévoir l'avenir alors qu'un juge ne statuera qu'au moment où il statue et non pas sur l'avenir. Pour un petit détail, on a eu un dossier avec Maître Arros où bon, l'accord a pris du temps, il y a eu le Covid entre-temps, le notaire qui a tardé, la liquidation est faite, on est d'accord sur tout, hop, point d'achoppement, il reste un chat. Que fait-on du chat? Bon, alors, personne ne voulait garder le chat, et madame a dit, bon, à la rigueur, je garde le chat, mais si tu payes les croquettes, etc. Eh bien, dans cette convention, oui, on a parlé du chat, de l'animal domestique, et de qui assumerait les frais d'entretien vétérinaire croquettes. C'est le genre de phrase qui n'apparaîtra jamais dans un jugement de divorce contentieux. Donc, je pense que ce divorce à l'amiable, oui, aussi, a une modalité, a une conséquence apaisante. On voit aussi, très souvent, je reçois des femmes qui me disent, je subis des violences, oui, il y a eu des violences physiques, il y a eu des violences morales, il essaie de m'imposer des choses, et pour autant, après avoir écrit une lettre au mari en lui disant que malgré le contexte, madame, et j'ai conseillé à madame de faire ce divorce à l'amiable, et on voit des situations s'apaiser. Et donc, à ce moment-là, on peut finaliser un divorce amiable. C'est dire qu'on peut passer d'un contexte, oui, très difficile, mais parvenir à des accords et parvenir à ce divorce à l'amiable. Et c'est le rôle des avocats de ne pas enferrer les parties dans un contexte parfois conjugal difficile et de les amener à apaiser leurs relations, notamment dans l'intérêt bien compris des enfants lorsqu'il y en a. Merci beaucoup, Maître Rubin, pour ces mots de conclusion tout à fait pertinents. Je rebondis sur un point que vous avez abordé, c'est que contrairement à ce qu'on pense, de manière tout à fait contre-intuitive, le divorce par consentement mutuel peut être extrêmement intéressant, même dans des contextes où vous avez des griefs très forts ou même parfois dans des contextes de violence, pas forcément des violences graves, mais parfois le divorce par consentement mutuel, et on l'a expérimenté sur des dizaines et des dizaines de dossiers au cabinet, et le chiffre est peut-être sous-estimé, c'est que c'est une des meilleures manières pour exfiltrer, je dirais, la personne qui est sous emprise ou qui est menacée de violence, etc. Et parfois, les avocats, face à la lenteur parfois de la justice ou aux difficultés de circuit de plainte au sein des commissariats, eh ben, ils peuvent jouer, au-delà de jouer du rôle du juge, peuvent avoir une posture, je dirais, d'une certaine fermeté et qui permet de tenir leurs clients et d'imposer un divorce beaucoup plus rapide et beaucoup plus équitable et beaucoup moins douloureux que si on avait pris le circuit du divorce contentieux. Il est déjà 15h24. C'est sûr que le sujet est extrêmement vaste et intéressant. Vous m'excuserez encore pour les petits problèmes techniques qui seront absolument résolus pour le prochain webinaire. Pour aller plus loin, je vous invite à vous inscrire sur 2 webinaires extrêmement importants qui auront lieu en avril et au mois de mai. Le 15 avril, autour de 3 intervenants d'exception, je vais animer un webinaire qui, lui, pour le coup, durera 2 heures parce que le sujet est vaste et essentiel pour vous. C'est le sujet des professionnels face aux violences conjugales. Comment accompagner les gens, comment les orienter. C'est extrêmement important. Et vous avez au mois de mai un webinaire que j'animerai aussi avec Maître Rubin et Maître Arros sur la réforme du divorce contentieux 5 mois après. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre présence active. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger tous les documents qui vous serviront vraiment de base pour orienter au mieux les personnes que vous rencontrez dans l'onglet « Les dossiers ». Si vous avez quelconque question que ce soit, vous avez nos adresses mail à la fin du PowerPoint qui est dans l'onglet « Les dossiers ». Où vous pouvez renvoyer les questions vers mon adresse mail. Je vous remercie de votre écoute et on est à votre disposition et à celle des salariés agents que vous accompagnez pour vous éclairer au mieux sur les procédures de divorce par consentement mutuel et de manière générale sur tous les sujets de droit de la famille et de droit des personnes. À très bientôt. Au revoir.